tous, bienvenue dans cette nouvelle émission du Corner du Libraire. On est heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube Immédiat Politique avec, comme à chaque fois, un auteur. Et là, un auteur de best-seller, si j'ose dire, puisque les chiffres sont assez éloquents, puisque le dernier ouvrage de Jean-François Marmion, qui est un ouvrage collectif, a dépassé largement les 100 000 exemplaires, ce qui n'est pas rien dans le monde de l'édition. Jean-François Marmion, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous êtes psychologue, vous avez coordonné donc un ouvrage, même plusieurs ouvrages qui tournent autour de la connerie, puisque le premier s'appelait Psychologie de la connerie, le second L'histoire universelle de la connerie. Et là, on va échanger aujourd'hui, puisque c'est un lien directement avec Immédiat Politique, Psychologie de la connerie en politique. Donc ça tombe bien. Merci beaucoup d'être avec nous. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage. Ma première question, c'est comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser à la connerie, en fait? C'est un sujet fascinant. On est tous concernés par ça au quotidien, surtout chez les autres, mais parfois en nous-mêmes aussi. Et étrangement, les psychologues ne s'intéressaient pas vraiment à la question. Ils en parlaient de façon un peu détournée, ou alors ils parlaient de certains aspects bien spécifiques de la connerie. Donc je me suis dit, ce serait bien de solliciter d'autres sciences humaines aussi, pas seulement la psychologie. Et puis évidemment, je me suis dit, la politique, on ne peut pas passer à côté. Voilà. Donc C'est pour vrai, moi, on ne c'était pouvait pas ne pas y penser. bah Qu'est-ce oui. qu'il y a, puisqu'on voit bien que c'est un sujet à la fois intemporel et universel, même s'il y a des différences culturelles et d'époque, mais est-ce qu'on peut donner une sorte de définition de la connerie, du coup? Parce qu'on est toujours le con de quelqu'un d'autre, donc est-ce que c'est facile de poser le repère? Non, non, c'est très difficile d'avoir une définition exhaustive qui couvre tous les cas de figure et qui tienne en une ou deux phrases. C'est franchement pas possible. Globalement, le con, c'est celui qui ne nous ressemble pas. C'est celui qui n'est pas aussi bien que nous. Voilà. Donc, c'est déjà un peu con de trouver que quelqu'un est con, mais enfin, on ne peut pas ne pas trouver que certains sont cons, sont des cons. Parfois, on a raison en plus. Il y a plusieurs définitions. Le con, c'est notre épouvantail personnel. Le con, c'est celui qui juge sans savoir et sans se soucier de savoir. Et en plus, je considère qu'il ne faut pas de définition universelle. Tant pis. On étudie un truc sans précisément trouver une définition consensuelle de la chose, sinon ce serait mauvais signe déjà. Oui, ce serait un peu enfermant en plus, sans doute. Ouais, ça veut dire la connerie, c'est ça et pas ça. Donc, tant pis, c'est comme si on étudiait l'amour ou l'amitié. Il n'y a pas de définition universelle, mais on sait tout ce que c'est. Comment vous êtes allé chercher dans les sciences humaines ceux qui sont intervenus dans cet ouvrage? Est-ce qu'il y avait un fil rouge ou comment ça s'est fait, même d'un point de vue making-of, quoi? Qu'est-ce qui a présidé au choix des différents intervenants? En fait, c'est leur spécialisation, quoi. J'aime bien essayer de faire le tour d'un sujet, donc c'est comme des prismes, des facettes. Je me dis quel serait le meilleur intervenant ou la meilleure intervenante pour cette facette-là, cette facette-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle? Est-ce que c'est quelqu'un qui sait vulgariser aussi? Parce qu'il faut que ce soit accessible. Il ne faut absolument pas que ce soit du jargon, ça n'a aucun intérêt, quoi. Il faut que ce soit des gens qui, voilà, qui écrivent bien, qui ont de l'humour aussi, parce il en faut pour, pour accepter d'employer des gros mots tout en restant sérieux. Ce qui est d'ailleurs, on le voit un peu dans l'ouvrage, et c'est peut-être une piste de sortie, la capacité à avoir une forme d'ironie, de recul sur soi ou d'autodérision Ouais. est un signe qu'on n'est peut-être pas devenu totalement con d'ailleurs. Bien sûr, c'est signe qu'on est prudent sur soi-même, qu'on ne décrète pas qu'on a raison et que les autres sont nuls. C'est une faculté très précieuse, l'autocritique, l'autodérision, savoir rire de soi, savoir se remettre en question, savoir douter, ne pas se prendre au sérieux. Et c'est exactement ce qu'on fait dans le livre, c'est-à-dire que les auteurs travaillent sérieusement, mais sans considérer qu'ils échappent au phénomène qu'ils étudient. Moi, en tout cas, j'ai ma propre connerie aussi qui m'a donné envie d'étudier la connerie en général. C'est que je me dis, tiens, C'est ça, et c'est ce qui donne le côté à la fois intéressant et il n'y a pas de côté moralisateur, entre guillemets. Parce que moi, je ne vous cache pas, quand je suis tombé sur le livre, moi qui suis sensible à la question de la politique, à l'importance de nos élus aussi, etc., parce que je travaille beaucoup avec eux, j'ai eu un petit mouvement de recul en me disant ah ça y est, est-ce que c'est pas encore un livre qui va taper sur nos élus, qui va discréditer la politique? Alors qu'en fait, vous montrez que quelque part, certes, les élus sont cons, mais les citoyens que nous sommes sont peut-être à peine mieux et que quelque part, on a les élus qu'on mérite. oui, c'est ça. Il est bien précisé dès la quatrième de couverture que ce n'est pas un bêtisier. Hein. Donc, ce n'est pas un bêtisier. C'est pas un livre où on dit regardez, c'est tous des cons, c'est tous des vilains, ils sont tous corrompus. Pas du tout. On essaie de comprendre comment des gens intelligents en arrivent à faire des conneries quand ils ont le pouvoir, mais aussi comment nous, en tant que citoyens, on en arrive à faire des conneries avec un dépôt de vote, comment les journalistes en arrivent à faire des conneries en déformant la réalité plus ou moins volontairement. Voilà, c'est une espèce de système en fait. C'est pas juste oh, on va s'attaquer aux politiques. On peut pas dire que les méchants sont les politiques et les gentils c'est les braves citoyens. C'est plus compliqué que ça. On a tous notre part de responsabilité dans la situation actuelle parce que la démocratie on la partage tous. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est parfois déçu comme citoyen, une sorte d'attente, comme si on mettait les élus sur un piédestal
en se dédouanant de nos propres responsabilités. Hein. C'est vraiment ce que vous dites, que du côté des politiques, ça se trouve, les citoyens ne sont quand même pas plus réjouissants. Oui, chacun se fait un modèle de l'autre. On se fait un modèle du politique idéal, ce qu'il doit faire pour être un grand politique. Alors en ce moment, on parle beaucoup de De Gaulle. Donc on voudrait que des De Gaulle, en quelque sorte, alors que de son vivant, il était extrêmement détesté par la moitié des Français, il faut être clair. 68, c'était contre lui. Beaucoup de gens considéraient qu'il avait trahi avec la France libre. Enfin, bon, aujourd'hui, ça paraît aberrant, mais aujourd'hui, on attend des De Gaulle. Par définition, il n'y en a pas 36. Donc tous les autres nous paraissent décevants, nous paraissent mous, nous paraissent ne pas savoir s'exprimer, nous paraissent trahir leurs promesses, nous prendre pour des cons littéralement. Mais de l'autre côté, on se fait des idées à propos des citoyens que nous sommes tous. On est tous persuadés qu'on vote intelligemment, qu'après avoir bien réfléchi pour l'intérêt général. C'est pas si vrai que ça. Donc chacun souffre de l'autre. On souffre de politiques qui ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attendrait, mais les politiques souffrent aussi des citoyens qui ne sont pas des électeurs toujours très sérieux. Alors c'est vrai d'ailleurs que vous sous-titrez d'ailleurs votre ouvrage, c'était intéressant, il y a marqué «L'échiquier politique, ses fous, ses rois et ses pions», qui racontait à la fois l'histoire du côté jeu d'échecs, stratégie politique, etc. Mais moi, ce qui m'a intéressé, et ce qui n'était pas très réussi chez eux, et aujourd'hui on vit dans une époque, et vous le racontez aussi dans un passage intéressant, où avec les réseaux sociaux, avec l'hypercommunication, l'héritage des Guignols peut-être, et aujourd'hui des missions comme Quotidien, on a l'impression tout est devenu une blague et qu'il faut savoir rire de tout. Mais ce qui aussi tend à montrer que ce n'est plus sérieux. Du coup, j'ai l'impression qu'on perd un peu le fil aussi et qu'on ne sait plus où on en est de ce qui est sérieux ou de ce qui ne l'est plus. Oui, mais c'est vrai que la critique du politique est une très vieille tradition. On n'a pas dans les guignols pour taper sur les politiques. Déjà au XVIIe siècle, il y avait ce qu'on appelait les mazarinades. On se moquait de Mazarin avec des livres imprimés plus ou moins sous le manteau et attribués parfois à des bouffons, parfois anonymes, parfois écrits en sous-main par des aristocrates qui critiquaient le pouvoir eux-mêmes. Il y a toujours eu cette critique. Et puis les bouffons de cour, les vrais bouffons de cour, se permettait de dire des choses au roi que les autres ne pouvaient pas dire. Mais enfin, ils s'auto-censuraient quand même. On ne remettait pas en cause non plus la royauté. Alors, évidemment que c'est une tradition. On a vu ça avec les chansonniers, on a vu ça avec les imitateurs, les humoristes, on a vu ça avec Charlie Hebdo, avec Coluche, etc. La tradition, c'est de taper sur le politique. Mais c'est bon signe. Les pays où on n'a pas le droit de taper sur le politique, je ne sais pas, ça s'appelle la Corée du Nord, par exemple. C'est aussi ça qu'il ne faut pas oublier, quoi, que quelque part, on a encore la chance et de critiquer et de rire, et on l'a bien vu dans les événements récents dramatiques sur la limite qu'on a ou pas à rire de tout, entre guillemets. D'une part, heureusement qu'on a le droit de râler, et d'une part, heureusement qu'on râle, parce qu'on n'accepte pas tout aveuglément non plus en disant c'est pas grave, c'est le pouvoir, ils savent ce qu'ils font. Non, la moindre des choses, c'est qu'ils rendent des comptes. Voilà. Mais alors après, il y a un juste équilibre à trouver. Est-ce qu'il faut vraiment rire systématiquement de tout ce qu'ils font? C'est là où chacun prend sa responsabilité. Mais alors, il y a, je disais tout à l'heure, plein de sujets. Et, je veux dire, chaque chapitre pourrait faire l'objet d'une vraie question en soi, etc. Et peut-être aux psychologues que vous êtes, ça parle peut-être encore plus. Il y a un article sur l'analyse psycho-neurobiologique de la connerie en politique. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est une question qu'on s'est tous posée un jour. Évidemment, l'exemple qui est cité est assez récent d'un candidat à la mairie de Paris qui, visiblement, a quand même fait plus qu'une boulette. La question qu'on se pose tous, c'est comment à ce niveau de compétences, d'intelligence, d'envie, de pouvoir, d'entourage, comment est-ce qu'on arrive à faire une telle connerie? alors évidemment, on peut se poser la question comment des gens très intelligents arrivent à faire des conneries de débutants, comment à l'heure des réseaux sociaux, on prend le risque de s'y retrouver en se pâmant devant son écran, on se dit c'est pas possible. Mais peut-être que justement il y a une telle pression sur ces gens-là que ça fait du bien de relâcher un peu, de dire tiens là je vais me conduire comme un gamin, je vais me conduire comme quelqu'un de normal, je vais faire quelque chose d'interdit, quelque chose que je ne devrais pas faire. Vous savez, vous connaissez le titre d'un ouvrage consacré à François Hollande, un président ne devrait pas dire ça. Peut-être qu'un candidat ne devrait pas dire ça, qu'un candidat ne devrait pas faire ça, mais je suis humain, ça fait du bien. Donc peut-être qu'il y a ce côté soupape de sécurité. Ils sont capables de faire, de dire, de penser des conneries, pas seulement dans le domaine politique, mais dans leur vie privée, dans ce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Il ne faut pas oublier effectivement qu'ils sont des êtres humains avec leurs qualités, leurs défauts, leurs failles. Parfois des missions, quand on monte à un certain niveau, qui sont quand même d'envergure et qui mettent la pression. Il y a un article qui parle de la manière dont le pouvoir rend un peu fou ou abîme le jugement, en fait. C'est le fameux hubris et de démesure, d'ego, en fait. Je pense que c'est inévitable. Je pense que plus on gravit les échelons du pouvoir, plus on perd de vue ce qui se passe en bas. On oublie ce qu'on a été, on oublie les gens
entre guillemets, normaux, mais c'est les circonstances qui vous y poussent aussi. Vous êtes environné de flatteurs, de gens qui vous disent: «Ah, mais c'est très bien ce que vous faites, allez-y, nanana». Vous êtes environné de communicants qui vous disent: «Il faut faire ça», même si vous ne comprenez plus vraiment ce que vous faites. Vous pouvez vous permettre d'être en retard, c'est les autres qui s'adaptent, c'est pas vous, hein. Et on vous sourira toujours, même si vous faites une boulette, même si vous dites un truc déplacé, les proches vont essayer de vous réconforter. Puis vous dormez pas beaucoup. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un métier physique, épuisant, etc. Et l'entourage, sans doute, joue beaucoup. C'est-à-dire que on parlait tout à l'heure du bouffon du roi. J'ai l'impression que ça s'est perdu. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnes encore susceptibles de dire à celui qui dirige: attention, là, tu fais une connerie, quoi. Si, des gens en dehors de la politique, des proches, familiaux ou des amis de très très longtemps, hein. Des gens comme ça sont peut-être capables de vous dire: attention, tu fais une connerie. Mais est-ce que ça suffit? On va dire: ouais, mais j'ai pas le choix, tu comprends, tu peux pas comprendre, t'es pas là-dedans. Ouais, mais vous voyez, c'est vraiment, vous avez plus des conditions de vie normales. Et quand vous voyez tous les gens que vous avez laissés sur le carreau, tous les gens que vous avez réussi à battre, à dépasser, parfois à tuer, Ouais. vous vous dites: mais il n'y a pas de hasard, je suis quand même là pour faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Mais les deux questions qui me viennent, vous dressez un constat, il y a des faits, il y a des analyses, etc. Est-ce qu'on a quelque part une sorte de piste de solution? D'une part, peut-être pour stopper la connerie ou pour sortir du cercle vicieux de la connerie, et d'autre part, parce que derrière cet aspect un peu ludique et léger, moi je vois quand même des choses assez inquiétantes en termes de rupture de confiance aussi entre l'élu, le citoyen, le risque aujourd'hui du moins bien vivre ensemble, hein. Comment est-ce qu'on sort de la connerie et comment est-ce qu'on sauve le politique du discrédit quelque part? Deux questions pas simples. Je pense qu'on sortira jamais de la connerie, il faut pas. Faut pas se leurrer. Si on arrive à essayer d'être conscient de tous ces mécanismes-là, c'est déjà pas mal. Pendant la crise des Gilets jaunes, on avait vraiment l'impression que les gens voulaient analyser la situation en deux camps. Il y avait les bons, il y avait les méchants. Voilà, pour l'élite, il y avait des cons en bas qui comprenaient rien, et pour le camp d'en bas, il y avait les cons d'en haut qui comprenaient rien. Et chacun était persuadé d'être dans le bon camp, et on est tous tentés d'analyser ça comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Voilà, chaque fois qu'on est tenté d'opposer un camp à un autre, de raisonner de façon binaire. Il y a les cons, il y a les pas cons, il y a ce camp-là, il y a ce camp-là, et puis il y a un coupable. Ben, on est à côté. En fait, c'est systémique. C'est vraiment chaque composante qui influe sur l'autre. Ce que font les citoyens, ce que votent les citoyens, a de l'influence sur les politiques. Ce que font les politiques a de l'influence, etc. La façon dont les journalistes en rendent compte, ça a de l'influence aussi. Il n'y a pas de coupable. C'est vraiment cyclique. Et c'est plusieurs composantes cycliques. Déjà, si on prend conscience de cette complexité-là, c'est peut-être pas si mal. On va arrêter de juger en tout ou rien. Et puis aussi faire attention à ce qu'on appelle le biais de négativité ou le biais de négativisme en psychologie. C'est de ne voir que ce qui ne va pas. Donc là, chaque fois qu'on voit une boulette de politique, qu'on en voit un qui est pris la main dans le pot de confiture, se souvenir quand même qu'il n'y a pas que ça. Il y a des centaines de milliers de personnes qui, à un échelon ou à un autre, font de la politique. On ne peut pas résumer tous les politiques à celui qui s'est fait prendre parce que vraiment il a fait un truc gigantesque, il a regardé la France les yeux dans les yeux et il a menti. C'est pas ça. Et on est tous comme ça. On voit en priorité ce qui nous stresse, ce qui nous choque, ce qui nous menace, ce qui nous met en colère. C'est une espèce de réaction de survie, de défense. Donc, il ne faut pas se raconter l'histoire en disant qu'on est au pays des bisounours et qu'ils sont tous fantastiques, qu'ils agissent tous très bien, qu'ils sont tous irréprochables. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai de dire non plus que c'est tous des incompétents, que c'est tous des ordures, parce que ça, c'est hyper dangereux. Donc c'est ça, c'est cette espèce de prudence et de complexité qu'il faut qu'on essaie d'avoir tous. Ouais, et individuellement, j'allais dire, c'est-à-dire que quelque part, hein, ce qu'on dit, c'est d'éclairer, de poser des faits et de développer, c'est comme à chaque fois, la capacité d'une forme d'esprit critique, de recul sur les choses, voilà, pour essayer d'être un peu moins con. Bon, bah, écoutez, Jean-François Marmion, merci beaucoup de votre présence. Je rappelle et je le montre de nouveau, mais on le remontrera à l'image, cet ouvrage voilà, intéressant et qui dépasse le simple fait qu'on a, j'allais dire, la possibilité de s'y intéresser ou pas, mais que ça concerne tous les citoyens. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents dans cette émission Le Corner du Libraire. Et je vous dis à bientôt pour d'autres rendez-vous sur la chaîne YouTube Immédiat Politique. Merci.